Bonjour à tous. Bon, bien sûr, je remercie chaleureusement Yves Rosenholk et Juliette Vionduri de m'avoir convié à ce séminaire absolument passionnant. L'un de ces aspects passionnants est le fait qu'il soit multidisciplinaire, on n'ose pas dire pandisciplinaire, puisqu'on parle bien de pandémie. Mon intervention, alors je tiens à dire qu'il ne s'agit pas d'une intervention ex cathedra, hein, il s'agit d'un témoignage simplement, où je vais m'exprimer à titre totalement personnel, pas du tout du haut d'une connaissance scientifique ou médicale quelconque, mais simplement avec une expertise qui est la mienne, de médecin, confronté à des problèmes médicaux, parmi lesquels il y a bien sûr la médecine, le patient, et une bonne dose, une très bonne dose, et en l'occurrence une immense dose ici d'humanité, j'ai envie de dire d'inhumanité aussi. Alors, j'ai lu, je n'aurais pas la prétention de dire relu, hein, j'ai lu ces dernières semaines quelques ouvrages dont je peux vous recommander la lecture, et si vous n'avez pas le courage de les lire tous, le dernier de ces références étant le plus amusant, mais étant un peu plus loin du sujet car un peu plus général, je vous conseille le premier qui est très court, 48 pages, dans la collection Tract de Gallimard, qui est absolument remarquable et qui est très équilibré dans sa façon de voir les choses, le titre étant là pour approcher et accrocher le lecteur, et pas du tout pour polémiquer. Alors, l'objectif de cet échange, plus que de lecture d'ailleurs, c'est de parler des faits médicaux et hospitaliers sur la Covid-19 à partir d'un exemple, en Seine-Saint-Denis, qui est mon propre groupe hospitalier universitaire de l'assistance publique hôpitaux de Paris, qui s'appelle Avicenne, avec un service de rhumatologie que je dirige, mais qui a été transformé donc en service Covid-19 à 2 reprises. C'est témoigner des questionnements soulevés, hein, et ne certainement pas apporter de réponses, je tiens à vous le dire. Il y a trop de réponses qui ont été apportées, y compris par des sogenannte experts, hein. Tout ceci dans un cadre subjectif qui est le mien, et de réfléchir à une sorte de collection, au sens où l'entendent Yves et Juliette et les fondateurs du Covid-19 Muséum, là. Quels faits, quelles questions posées au moment dit, hein, au moment dit. Et ça, c'est très important, car la temporalité joue un rôle essentiel, à la fois scientifique et, je dirais, ontologique dans cette histoire, pour ne pas employer de mots compliqués, n'est-ce pas? Donc, voici le plan de cet exposé. Je tiens à ce que vous puissiez m'interrompre à tout moment. Je ne sais pas, il faut que quelqu'un dise, parce que j'ai un peu peur de faire trembler le système et de le faire débrancher. Et si quelqu'un veut prendre la parole avec les doigts levés ou je ne sais pas quoi, vous dites, hein, vous y allez. Moi, je ne sais pas faire là par rapport à ça. D'accord. Voilà. Juliette suivra la conversation. Donc, D'accord. s'il y a des questions que vous n'osez pas poser à l'oral, vous pouvez les écrire, il n'y a aucun problème. Voilà, donc on va commencer par quelques faits. On n'oublie pas que la science ne se fait pas uniquement sur du flou, rarement d'ailleurs, elle se fait à partir de faits. Alors là, j'ai tiré ces documents tout simplement par partir d'une autorisation que je me suis donnée moi-même au nom de l'assistance publique hôpitaux de Paris, de documents que nous recevons régulièrement quand on est chef de service. Et là, c'est le document actualisé, je crois, mardi dernier ou mercredi dernier. À gauche, ça commence au 1er mars, et à droite, vous êtes donc à la fin quasiment du mois de janvier 2021. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce document? En bleu, au-dessus, c'est toute l'Île-de-France, et en rouge, c'est l'assistance publique hôpitaux de Paris dans ces, je sais plus, il y a une dizaine ou une douzaine de groupes hospitaliers, chacun ayant plusieurs hôpitaux. Donc, on s'imagine le 1er mars, n'est-ce pas? Et en ce qui me concerne, moi, je suis en relation fréquente avec l'Italie. D'abord, mon adjoint est un brillant médecin italien arrivé en France il y a quelque temps, qui a gardé beaucoup de connexions. Et pendant qu'à cette époque-là, pour des raisons diverses, je ne suis pas extrêmement présent dans mon service, mais je suis en contact 5 ou 6 fois par jour en étant dans différents endroits de l'université. J'apprends ce qui se passe en Italie par le biais de Lucas Semerano, et j'apprends que nous avons exactement depuis 2 mois 10 jours de décalage sur tout ce qui se passe. Et donc, en fait, le 1er mars,
je sais que nous allons nous arrêter autour du 15 mars. Je le sais, je le sais, mais on a l'impression, quand on entend dans l'opinion publique à ce moment-là, et c'est totalement décourageant quand on est un soignant, que l'on tergiverse. Et comme vous voyez la courbe, alors il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien, je sais qu'il y en a parmi les auditeurs, mais moi je ne le suis pas. Mais quand on voit la courbe, vous voyez que quand ça commence tout petit et qu'on a un rythme exponentiel d'évolution d'une épidémie, au début, alors on finit par nous mettre en alerte, on nous met en alerte, je ne me rappelle plus la date, le 12 janvier ou quelque chose, 12 mars ou quelque chose comme ça. Au début, il ne se passe à peu près rien. Mon service est totalement vidé à ce moment-là, c'est-à-dire que tous les patients qui ont besoin de rhumatologie, les poussées de polyarthrite rhumatoïde qui sont dans un état épouvantable, les lombosciatiques paralysantes, les malades qui ont besoin de rhumatologie, je ne vous dis pas ce qui se passe dans les autres disciplines, vous pouvez le transposer, nous les évacuons, ils rentrent chez eux, mon service se vide, et là, la première chose qui se passe, c'est rien. Nous sommes dans le désert des Tartares. Pendant quelques jours, le service est vide et on se tourne les pouces et on attend la vague. Comme vous pouvez, et ce qui est extraordinaire, c'est que on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Donc vous imaginez l'état des médecins, des infirmières, des soignants, une collectivité face à ça. On a l'impression qu'une prise de conscience a été prise et communiquée surtout brutalement à la population et au corps médical, et il ne se passe rien. Mais il va se passer quelque chose. Et vous voyez la courbe, et vous voyez, je vous montrerai tout à l'heure des courbes de réanimation. C'est tout à fait intéressant. Après, sur cette courbe, vous voyez également ce que c'est qu'une vague, et ce que c'est qu'une deuxième vague, et ce que c'est qu'un plateau qui a tendance à ne pas diminuer. Voilà. Donc, les faits, donc tout de suite, nous savons que ce sont les gens, que les plus touchés sont des gens dans une tranche d'âge qui est en quelque sorte pas si âgé que ça, mais tout de même entre 65 et 70 ans, qui est l'âge qui est couramment connu maintenant sous un terme qu'on appelle la maturescence, hein, c'est l'adolescence de la vieillesse, n'est-ce pas? Et qu'ensuite vous en voyez un petit peu moins, vous en voyez un peu moins parce qu'il y a un peu moins de monde quand même, progressivement les gens disparaissent pour d'autres raisons, et vous verrez que ces chiffres sont un peu biaisés quand on regarde la réanimation qui sont en dessous, pour la bonne raison qu'il est décidé d'un commun accord et même sans discussion, et ces discussions auront lieu plus tard, que finalement, quand on est très vieux, ça ne vaut même plus le coup de vous envoyer en réanimation. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est déclencher ce qu'on appelle le plan blanc. Alors, le plan blanc, je vous mets ici des éléments officiels. Qu'est-ce que c'est que le plan blanc? Le plan blanc, c'est une disposition qui est réglementaire, qui est même dans la loi, qui autorise le déclenchement de certains mécanismes. Si vous voulez, ça correspond un petit peu à la loi d'urgence sanitaire qui autorise de prendre des mesures sans passer forcément par tous les trucs, le Conseil d'État ou je ne sais quoi. Et c'est pareil, il y a l'équivalent dans l'hôpital. Donc ça impose la mise en place de choses que nous avons vécues, une cellule de crise, l'organisation d'un tri, l'ajout de lits supplémentaires, la circulation d'informations, un plan de confinement, le maintien de personnel. Et pour vous dire les choses et comment nous avons décliné, donc immédiatement se met en place à partir du environ le 8-10 mars, c'est-à-dire juste avant ce qu'on a appelé le confinement en France, cellule de crise tous les jours, je n'ose dire réunionnite ou réunionnose, hein, mais quand même indispensable, un échange d'informations, et là il va se passer quelque chose d'intéressant dont on va parler, c'est l'inversion de la hiérarchie des décisions. Et ça, c'est tout à fait passionnant, c'est que finalement, on a retrouvé un temps que moi j'ai juste connu au tout début de mon exercice de chef de service il y a très très longtemps, c'est-à-dire qu'on dit à la direction de l'hôpital de quoi on a besoin. C'est extrêmement intéressant, et je dois dire que ça fait 30 ans que je n'avais pas vécu cette façon de voir les choses. C'est-à-dire que la médecine va être organisée en fonction de ce dont les médecins ont besoin au nom des patients. L'ajout de lits supplémentaires, alors pour vous donner une illustration, il faut voir qu'il ne suffit pas de dire tiens, on va mettre des lits. Hein. Bon, peut-être que quand on fait la guerre au front en 1870, il suffit de rajouter des lits de camp.
Là, ce n'est pas tout à fait pareil. Ce qu'on appelle des lits supplémentaires, ce sont des lits supplémentaires de soins intensifs ou continus ou de réanimation. Et quand on parle d'un lit de réanimation, on parle du lit, mais on parle aussi des dispositifs de perfusion, des dispositifs de respiration. On parle du nombre d'infirmières et il faut environ 6-8 personnels autour d'un lit pour le faire. Nous sommes passés de 10 à 40 dans mon hôpital, donc à Vicenne, en quelques semaines, ce qui est un effort absolument considérable. Et vous vous doutez bien que ceci n'a été possible que parce qu'il y a du personnel qui est venu de l'extérieur, puisque l'hôpital est, tout le monde le sait, ce n'est pas de la politique que je fais, c'est de la constatation totalement saignée à blanc depuis pas mal d'années, et qu'on travaillait jusqu'à présent où il n'y avait pas un médecin de trop, et donc il a fallu en trouver, et surtout des infirmières. Et là, ce qui est absolument incroyable et absolument passionnant, c'est qu'on voit arriver des infirmières avec tous les accents de notre beau pays, venant de régions où le virus n'avait pas encore frappé. Et ce qui a été possible à ce moment-là, il faut bien le comprendre, ce qui a été possible dans les principales régions touchées, qui ont été le Grand Est, l'Île-de-France et le Nord, ne serait plus du tout possible aujourd'hui, puisque les infirmières bordelaises, aujourd'hui, elles restent à Bordeaux pour s'occuper de Bordeaux, hein, et compagnie, hein, de tout cela. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que dans tous les sens du terme, l'administration s'est mise aux petits soins. Il y a même eu une organisation officielle qui s'appelait Aux petits soins, avec un H et un jeu de mots, Aux petits soins. Et tout à coup, le personnel de santé, puisqu'il y avait le confinement, je vous rappelle qu'il y avait les transports en commun qui étaient relativement perturbés, voire totalement absents dans certains coins, les gens pouvaient venir en taxi tous les jours, hein, taxi remboursé. La cantine devient gratuite, hein, pour tout le monde, enfin la cantine ou les plateaux repas, puisque dans un premier temps, il n'y a plus de cantine. Malheureusement, dans un deuxième temps, il y a de nouveau de la cantine, genre de mesure un peu incompréhensible. Bon, j'en passe, des logements pour les gens, enfin des hôtels qui sont réquisitionnés, etc. Tout à coup, on a l'impression quand même qu'il y a une organisation qui se fait. Bien, je décris là, je ne fais pas trop de commentaires. Le plan de confinement et d'évacuation, bon, ça c'est fait, et la mise en place de personnel volontaire. Je vous montre ici une photo, ça c'est un peu pour rire. Donc, le service de rhumatologie se transforme en unité Covid. Là, je n'ai pas du tout la tenue réglementaire, hein. Je crois, ah bah, je vous montre, j'ai une photo plus loin où on montrera des infirmières en tenue réglementaire. Donc, on rappelle les personnels volontaires en repos, on transfère des patients. Et là, bon, après, on critique sur le moment après coup, etc. Il y a quelque chose qui est détestable en France, mais qui a des très bons avantages. C'est qu'on a, par exemple, des trains avec une seule compagnie. Eh bien, il suffit que quelqu'un au gouvernement ou dans les dise « nous, on a besoin des trains », on réquisitionne les trains. On a sauvé des centaines de gens en les transférant dans d'autres hôpitaux avec des TGV. C'est absolument… Moi, je suis complètement soufflé de ce type d'organisation. Évidemment qu'il y a eu des choses beaucoup moins bien organisées. Il y a eu beaucoup de transferts par hélicoptère aussi. Et je vais dire que pour notre hôpital, qui est en Seine-Saint-Denis, qui a été sous un angle départemental, l'un des départements les plus touchés de France, avec la surmortalité la plus importante, puisqu'il y a eu un indice de surmortalité, il y a eu 2 fois plus de mortalité en Seine-Saint-Denis qu'on aurait dû observer, ce qui est un triste record, on s'en serait bien passé. Je peux vous dire que ces transferts de patients que nous vivions au jour le jour, puisqu'on entendait parler dans la cellule de crise, est une réalité. Je vous parlerai après de côtés qui sont plus désagréables. Le drame absolu qu'on a tous un peu négligé au début, je dis tous les médecins, et puis après les médecins en ont pris conscience, les patients bien sûr, puis la population, c'est la déprogrammation des activités non urgentes. Alors les activités non urgentes dans les hôpitaux, s'il s'agit, je ne sais pas moi, d'opérer quelque chose qui dure depuis 10 ans, d'opérer une vésicule qui fait un petit peu mal de temps en temps depuis très longtemps, c'est peut-être pas très grave, mais quand il s'agit d'avoir des difficultés pour programmer une intervention pour un cancer de l'estomac, pour un cancer du poumon, que le malade lui-même n'ose même plus venir à l'hôpital, que tel malade ayant, je ne sais pas, une poussée hypertensive n'ose même plus aller à l'hôpital parce qu'il ne sait pas qui va rencontrer et qu'il a peur de contracter le virus.
en plus du reste, alors que tout de même l'hôpital devenait un lieu de sécurité. On reparlera après du problème des masques. C'est un drame. Donc il y a eu des tas de pertes de chance pour des gens, bien sûr, et malheureusement, cette leçon, elle a été retenue, mais pas complètement, pour la suite des événements. Alors l'inventaire des moyens disponibles, bon, vous savez ce que ça a donné. On n'a plus de masques, on n'a plus de tenues, on n'a plus de... Donc on en sourit aujourd'hui parce qu'on ne manque pas de masques aujourd'hui, mais ce n'est pas drôle du tout parce que ces inventaires de moyens disponibles, ça a touché également les médicaments. Et c'est là qu'on s'est aperçu que parmi les évolutions du travail mondial à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui posait problème, c'était de concentrer dans une zone donnée tout ce qu'on doit fabriquer d'indispensable. Et là, on s'est aperçu de la dépendance. Et il y a un très grand pays qui s'appelle la Chine, qui est un peu l'usine du monde entier, en réalité, et où on s'est aperçu que si on ne peut pas avoir tel ou tel produit venant de Chine parce que les frontières sont fermées, ou en tout cas quasiment fermées, heureusement elles ne l'étaient pas totalement, eh bien ça va poser des problèmes. Et on s'est aperçu qu'en Europe, on ne fabriquait plus de médicaments. Et on s'est aperçu, moi je dis en Seine-Saint-Denis, qu'à Romainville, le plus grand centre mondial de recherche sur la maladie infectieuse jusqu'en 1980, il n'y avait plus de recherche sur les maladies infectieuses. Et de quoi on a manqué? Eh bien, on est allé jusqu'à manquer de médicaments pour endormir les patients qui sont en réanimation. Et là, je parle ici, là, je suis à la faculté de pharmacie, et il y a eu un travail remarquable fait par les pharmaciens pour rechercher des équivalents, des vieux médicaments qu'on avait complètement oubliés, que moi j'avais dû apprendre il y a 30 ans dans la pharmacopée aussi, mais qu'on n'utilisait plus du tout, et qu'on s'était mis à réutiliser parce qu'il en restait des stocks qu'on n'utilisait pas et qui n'étaient pas périmés quand même. Il s'agit pas. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant parce que l'inventaire des moyens disponibles, c'est aussi de s'apercevoir de quoi on est dépendant. Bon. Le triage médical, j'en dis un petit mot. Donc tout ça, c'est dans le plan blanc. Hein. Le triage médical, donc c'est prévu par le plan blanc. Ça autorise le corps médical et infirmier à faire en sorte que tel malade aille là et tel malade n'aille pas là. Vous savez que normalement, il y a des règles de tous les jours qui disent que, bah, évidemment, qu'on s'occupe de tout le monde, etc. Et il y a, c'est l'autorisation que certains patients soient traités comme il se doit et que pour d'autres, on décide. Et ce triage a pu aller, je pense, dans certains cas, jusqu'à quelquefois, je dirais, une prise de décision rapide où la famille n'est pas toujours compliquée pour prendre pas toujours consultée pour prendre des décisions. Et je dois dire que ce fut très, très, très dur pour les médecins qui ont eu l'occasion d'y participer. Et notamment, de décider pour l'organisation des soins. Moi, je l'ai vu dans mon service Covid, donc je ne suis pas un service de réanimation. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un patient suspect de Covid arrivait à l'hôpital, il avait ou pas des signes de gravité, un indice pronostic était établi aux urgences, et que si cet indice pronostic n'est pas bon, s'il avait des facteurs de difficulté respiratoire ou autres, il allait directement dans un service de soins continus, puis éventuellement de réanimation. Ces soins continus étant de l'oxygène à forte dose, ce qu'on appelle l'optiflow quelquefois. Sinon, la réanimation, c'était 2 fois sur 3 l'intubation, beaucoup plus souvent au début qu'ensuite. D'ailleurs, maintenant, on intube moins. Et puis, si ce n'était pas trop grave, ou si c'était des patients qui sortaient de la phase de réanimation, ils venaient dans un des services comme le mien, qui était un service de médecine Covid, mais où ils pouvaient de nouveau s'aggraver, où ils pouvaient éventuellement mourir. Et si ces personnes étaient trop âgées, ou ils étaient trop diabétiques, ou ils étaient trop gros, ou ils étaient trop de facteurs de comorbidité, comme nous disons dans un langage déshumanisé, eh bien, ils n'iraient pas en réanimation parce qu'ils avaient peu de chances de se sortir de la réanimation. Mais c'est très difficile pour un patient de décider qu'il n'est pas réanimatoire. C'est très difficile. C'est difficile pour le médecin, oui, de décider pour le patient. Voilà. Il n'est pas réanimatoire. Et surtout, il a fallu se départir de se contenter du critère âge. Juste une question. Selon toi, si on n'avait pas voulu faire ce genre de tri, dans un monde idéalisé, il aurait fallu avoir combien d'hôpitaux comme le tien pour tenir la première vague? Alors,
bon, évidemment, c'est une question à laquelle il est impossible de répondre. Tu le sais en la posant. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, ces situations qu'on appelle de tri, c'est une situation d'établissement de critères pronostiques. Et ce que je crois, c'est qu'il y a eu très peu d'abus. Il y avait la possibilité de se tromper. Quand je dis abus, c'est se tromper. Ce que je crois, ce que j'ai vu, je ne vous montre pas la courbe là, mais je crois que je l'ai un peu plus loin. Il se trouve qu'à la PHP, moi je parle que pour la PHP parce que c'est ce que je connais quand même le mieux. Je crois que dans certaines régions, effectivement, on a dépassé ça. À la PHP, à la fin du mois d'avril, il y a eu 100,00% des lits de réanimation occupés. Okay. C'est-à-dire qu'on n'en a pas eu besoin de plus, sachant que les autres auraient pu être transférés, etc. C'est-à-dire qu'on a frôlé. Et quand on lit le bouquin de Martin Hirsch, d'ailleurs, il dit ce jour-là, j'ai cru que j'allais moi-même mourir de peur avant le lendemain, puisque le lendemain, c'était dépassé 100%. Et ils ont touché le truc, nous avons touché. Voilà. Maintenant, est-ce que ceci s'est fait au prix de décisions négatives, involontaires? On ne peut pas le savoir. Parce qu'on ne peut pas départir la décision médicale du fait qu'on est dans un contexte et qu'on tient compte du contexte, qu'on le veuille ou non. Est-ce que, dans des situations non-Covid, c'est aussi ce qui se passe, hein? Et là, on l'a fait en situation massive. C'est pour ça que ça prend de l'importance. Là où ta question prend une grande importance, c'est que je pense qu'il faut revenir sur cette phase-là et donc accumuler les documents, justement, qui ont lieu à ce moment-là, pour savoir le coup d'après, le coup où on n'aura pas un mort sur 200, je cite ce chiffre approximatif, hein, je ne m'y accroche pas, mais où on aura une épidémie qui tue, alors comme le disait tout à l'heure le premier orateur, pas qui tue 100% des gens, parce que là, bon, ok, mais qui tue beaucoup plus, hein, ou qui envoie en réa beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on fait là? Parce que ça va arriver un jour, je ne sais pas, ça arrivera peut-être dans 100 ans ou dans 200 ans, mais ça va arriver un jour. Il serait pas mal de s'y préparer. Et comment on gère, par exemple, la formation des soignants ou de la population pour réagir face à cela? Parce qu'on a entendu des commentaires, alors bien sûr, tout le monde a son avis sur ce qu'il aurait fallu faire à ce moment-là à partir d'informations qui ne sont pas forcément précises. Mais j'ai entendu des trucs comme « mais il n'y a qu'à former des médecins », par exemple. Okay. Bon, le problème, c'est que pour former un médecin, c'est bien, mais on se prépare à ce moment-là à l'épidémie de 2035 à ce moment-là. Donc là, on va former des médecins. Former une infirmière, c'est 4 ans. Alors, on peut former des équivalents, des aides, hein, pour aider à ce moment-là. On prend quelqu'un qui est motivé et on peut le former pour aider, mais il n'ira pas très très loin quand même, hein. On peut se demander s'il y a une seule maladie et un seul type de geste, on dit oui, non. Est-ce qu'on ne peut pas former des secouristes? Ça, c'est vrai qu'on peut se demander. On ne demande pas non plus de faire des diagnostics compliqués de médecine systémique, etc., de pathologie où il y a 10 000 situations possibles. S'il s'agit de reconnaître, par exemple, tous ceux, alors là, on est 50 dans ce séminaire, donc je pense qu'on est pas mal, je dirais bien qu'il y en a 5 ou peut-être 10 qui ont eux-mêmes ou dans leur entourage été touchés par la Covid depuis 1 an. Vous avez tous vu le petit dispositif qu'on met au poignet. Je pense que c'est à la portée de n'importe, au poignet, je veux dire au doigt, au bout du doigt. Tout le monde sait que la saturation, en dessous de, je ne sais pas, je vais vous dire 90%, hein, mais ce n'est pas bon, hein, tout le monde le sait. Et qu'à ce moment-là, il faut se faire transporter aux urgences, hein. Bon, on n'a pas besoin d'être médecin pour ça. On le dit aux patients. Il suffit de lire l'appareil, hein. Ça, c'est une formation de la population et on a complètement négligé cet aspect-là. Et aujourd'hui, y compris aujourd'hui, 21 janvier, personne ne parle de la formation de la population, qui est essentielle. Alors, le métier de soignant, il est revenu au premier plan. Alors, le cœur de métier, mettre en parenthèse des contraintes gestionnaires. Bon, il y avait la réunion de crise tous les jours, puis tous les 2 jours, mais la sensation de pouvoir faire un travail de qualité et de retrouver le sens du travail, une solidarité dans les équipes absolument incroyable, hein. Moi, je suis très, très sensible au travail des infirmières et je me rappelle encore quand on a créé notre unité de recherche, j'avais les larmes devant le PDG de l'INSERM parce que j'ai dit que cette unité avait été créée grâce aux infirmières que j'avais invitées. Et c'est la réalité totale, ce n'est pas du tout de la démagogie. Elles sont là parce que c'est elles qui sont vraiment le moteur du travail
que nous faisons auprès des patients à l'hôpital et souvent en ville aussi, ainsi que les autres soignants, bien sûr. Et ça… Marie-Christophe, il y a des questions. Oui. Oui, Monsieur Mbena. Oui, juste une question. Est-ce que la médecine digitale, donc les procédés modernes digitaux, ont été importants dans la prise de décision ou alors est-ce qu'ils ont aidé ne serait-ce qu'à soutenir certains malades donc, par exemple, la médecine, la télémédecine et autres, est-ce que vous avez utilisé ces procédés-là? Alors, oui, un peu. C'est-à-dire que c'est la première fois, par exemple, au cours de cette pandémie, on a vu une augmentation énorme, ce n'est pas le double, je crois que c'est 10 fois, enfin c'est énorme, de ce qu'on appelle la téléconsultation. Alors, pourquoi? Pour deux circonstances. La première, c'est pour les patients qu'on a dû déprogrammer. Par exemple, moi, c'est pour les polyarthrites. Donc, ils avaient des rendez-vous. Et ben, on a repris, pour ces patients-là, on a fait de la téléconsultation à fond. Donc, on avait rendez-vous avec eux le matin, l'après-midi, à des heures données, et ça a très, très bien marché. Donc, ça, c'est un premier point. Je dirais c'est le degré zéro des outils digitaux, mais quand même, quand on sait l'importante inégalité informatique qu'il y a dans la population, j'ai été étonné que moi, ayant quand même la moitié de mes patients qui sont dans le 93, qui n'est pas un endroit extrêmement riche ou extrêmement, je dirais, hautement équipé en informatique, et bien les gens arrivaient, y compris sur leur téléphone, à se connecter avec moi ou au téléphone, mais on pouvait aussi les voir dans pas mal de circonstances, et on arrivait à faire des consultations de qualité téléconsultation. Attention, on ne peut pas palper un foie ou une articulation par ça. Donc ça, c'est une première chose. Pour la Covid proprement dite aussi, ça a été fait. Il y a eu en place un système. Il y a un système qui s'appelle Covisan qui a été mis en place par l'assistance publique, mais avec les médecins de ville et les centres privés, où des patients qui n'étaient pas hospitalisés ou qui n'étaient plus hospitalisés étaient encore suivis et communiquaient leur fréquence respiratoire, etc. Et dans les services hospitaliers, cette fois, il y a également eu une augmentation du réseautage, je dirais, de la centralisation des informations qui sont fournies par les appareils qui surveillent les patients sur des tableaux de données. Il y a eu indiscutablement, c'est terrible de dire ça, que la guerre fait évoluer la science. Moi, c'est une notion qui me gêne, mais il paraît que c'est vrai. Et là, l'épidémie a fait évoluer la science, un peu, enfin la science, la pratique, et y compris de ça. Sur un point beaucoup plus terre à terre, dans mon propre service, je manquais d'imprimantes, d'écrans, de caméras, de trucs comme ça. J'ai dit à la direction, j'en ai besoin. On n'a même pas discuté. 2 jours après, je les avais. Sinon, il me faut 10 ans pour avoir une imprimante. C'est comme à l'université. Voilà. Donc, ça fait… Voilà, c'est un peu ça. Là, je vous montre. Voilà, je vous montre. J'ai posé 2-3 photos. Ça, c'est dans mon service. Vous voyez, on fait une réunion avec une grande partie du service. Vous voyez que les fenêtres sont ouvertes, la porte est ouverte, enfin, etc. Et vous avez tout le service. Et ça, on avait ça à peu près tous les jours, alors que d'habitude, c'est ça. Ça, c'est des infirmières qui sont là, elles ne sont pas au lit du malade, mais qui quand même, c'est la bonne ambiance, c'est pour décrire la bonne ambiance. Et avec, alors c'est vrai que le Carrefour du coin nous faisait cadeau des Rochers Suchard qui étaient à 3 jours de péremption, donc ça, c'était pas très très bien. C'est vrai que dans les hôpitaux du centre de Paris, il y avait d'aloyau tout frais cuisiné pour eux, mais enfin, c'était pas mal quand même, on s'en contentait, et ça facilite l'ambiance. Tout le monde sait qu'un militaire bien nourri est un militaire qui va mieux au combat. On a lu ça, enfin moi j'ai lu ça. Alors l'inversion des pyramides hospitalières, c'est passionnant. La fin, mais très provisoire malheureusement, ça c'est un cancer, j'ai l'impression qu'il guérit très facilement, mais c'est la fin provisoire du cancer administratif, managérial et gestionnaire, des tableaux Excel. Ça fait 1 an qu'on ne m'a pas interrogé sur professeur, justifiez-moi la baisse d'activité de la semaine dernière. Ça, je n'ai pas entendu ça. Les objectifs à court terme, les réunions inutiles, etc. Je dis ça en toute affection. Je précise que les directions avec lesquelles on est en contact, nous, en tout cas localement, sont cool, compétentes et sympathiques. Mais c'est quand même une ambiance générale. La reconnaissance par la population, alors je dirais que variable. Je dirais que les applaudissements de 20 heures
c'est quelque chose, bon, la première fois, ça fait plaisir. Et puis après, vous entendez ça un peu comme une musique, vous vous demandez exactement si c'est en majeur ou en mineur, si c'est, on ne sait plus très bien quelle musique on joue et on ne sait plus très très bien ce que ça veut dire, surtout qu'on sait que ça veut dire qu'il y a forcément des conséquences politiques. C'est que si on veut s'occuper de l'hôpital, c'est qu'on s'occupera peut-être moins d'autres choses. Je ne sais pas. Hein. Je ne suis pas un politique et donc je ne veux pas, enfin, en tout cas, je ne le suis plus et je ne veux pas savoir ce que ça a comme conséquence. Alors, un point absolument terrible dont on va parler, c'est la contestation de la parole d'experts qui a été immédiatement le cas. C'est que dès que les gens se sont relevés du crash de la mi-mars, immédiatement, tout s'est trouvé contesté et peut-être que tout s'est trouvé contestable aussi. Hein, je ne dis pas le contraire. Et on parlait tout à l'heure du biais de communication qui peut exister, du contraste entre les images et la réalité, de l'écrit et la réalité, etc. On s'est retrouvé très, très étonné. On va en parler dans un instant. Alors, si tu me permets, j'ajouterais, vu que tu as utilisé contestation de la parole de l'expert, et sur tes slides, tu as écrit contestation de la parole médicale et scientifique. Je pense qu'il est vraiment important de distinguer, comme tu l'as fait ici, médical et scientifique, de l'expert. Pour moi, l'expert, j'ai des gros doutes que la population générale mette dans le terme expert uniquement les médicaux et les scientifiques. Oui, ou en tout cas, tu as raison. Surtout les télévisions, j'ai du mal à croire que les télévisions comprennent réellement ce que veut dire expert. Oui, j'ai détesté évidemment, comme beaucoup, cette séquence. Et je réponds à la question, et bien sûr, il y a Juliette aussi, ça va de soi, qui va aussi intervenir. Mais il y a beaucoup à dire là-dessus. Je pense que, pour ma part, je suis comme beaucoup, évidemment, je tiens à ce que les médias fassent ce qu'ils ont à faire, et c'est un élément essentiel de la démocratie. Il y a quand même des moments où, à force de vouloir être un élément essentiel de la démocratie, on finit par être un danger de la démocratie aussi. Il faut faire attention. Hein, l'eau n'est pas dangereuse pour la santé, mais si vous en buvez 100 litres d'un coup, vous allez mourir. Hein. Donc, il faut faire attention à ça. J'ai deux éléments d'intervention. D'abord, cette question de la légitimité scientifique opposée à la parole de l'expert, c'est un des éléments qui se mettent en place dans le projet scientifique du Covid-19 Muséum. L'idée que les informations puissent être retracées à la source, qu'on en connaisse l'origine, qu'on en connaisse les modalités de consultation et qu'on puisse mesurer l'écart entre des faits et leur lecture et leur interprétation. Donc, c'est le sens d'une démarche scientifique, c'est l'un des sens de ce projet. Je voulais par ailleurs compléter ce que tu disais sur l'étrange musique de ces applaudissements aux 20 heures. Il se trouve qu'à cette époque, j'ai dû moi-même faire une consultation à l'hôpital cardiologique du Nord et j'ai vu un défilé de taxis qui emportaient des personnels soignants. Et j'ai cru qu'il s'agissait de transport gratuit de personnel soignant. Et les personnes présentes m'ont expliqué que pas du tout. On était obligé de transporter les personnels soignants en taxi pour les protéger parce qu'ils se faisaient agresser. Oui, c'est arrivé ça. Agresser, soit dans leur copropriété, soit dans leur location où on ne voulait plus d'eux, soit en cours de route. Alors, j'ai pensé que c'était agressé pour se procurer à l'époque des masques et du gel. Non. Non, je me trompais. Ouais. Voilà. Donc, c'est un principe de logique de bouc émissaire qui est une pensée importante pour nous en sciences humaines qui se mettait en place à ce moment-là. Alors, c'est très important ce que tu dis là parce qu'en effet, on vit quelquefois. Alors, bon, moi, je ne suis pas oncologue, donc je le vis quand même moins, mais tout de même, n'oublions pas ce qui est arrivé aux messagers de la bataille de Marathon et autres. Le porteur de mauvaises nouvelles porte la responsabilité aussi, quelque part, hein, de ce qui s'est passé. Et voilà, le médecin est responsable de la mauvaise nouvelle aussi. Hein. C'est quelque chose qui est connu, c'est désagréable, mais tout, bon, il faut savoir évidemment en sortir de ça. Alors maintenant, je vais aborder ces questions-là. Pardon. J'avais juste une question parce que c'est beaucoup d'aspects psychologiques là. D'un côté de la population, donc des économistes qui pensent autre chose et qui sont touchés, et des hommes aussi. Mais les médecins eux-mêmes, ils sont des hommes.
est-ce que vous avez eu un support psychologique, du moins des personnels médicaux, par rapport à cette prise de décision, cette douleur, cette peine? Est-ce que ça a été mis en place? Est-ce que… Alors, pour les médecins, théoriquement, c'était possible. Moi, comme je suis là pour témoigner, moi, j'ai eu besoin d'un soutien psychologique le jour où une de mes malades atteinte de Covid, et apprenant qu'elle était atteinte de Covid, s'est jetée par la fenêtre du 4e étage et est morte. Je dois dire que j'ai été relativement secoué par cet événement, comme une partie de l'équipe, et j'ai beaucoup apprécié qu'il y ait, alors là pour le coup, un excellent soutien psychologique. Et alors en plus, entre collègues, c'est presque, enfin c'est extrêmement touchant. Je pense que ce soutien-là n'a pas été obtenu de façon préventive ou suffisante pour ceux qui n'ont pas vécu des hypercrises dans la crise, parce que j'appelle ça une hypercrise, si vous voulez. Hein. Voilà. Mais c'est une bonne question. Tout ça, c'est des bonnes questions, c'est des bonnes pistes. Hein. Je voulais ajouter un élément de témoignage, puisque j'ai eu l'honneur d'être auprès de toi au moment où ton service se transformait et au moment où cet épisode t'a affecté et a affecté ton équipe. Et sauf si je fais une erreur, tu m'avais dit que la patiente avait justifié d'une certaine manière son acte par le fait de laisser une place. Si je ne me trompe pas, c'est un élément de pensée de la question que posait Yves tout à l'heure. On a atteint les 100%, mais cette femme, subjectivement, a eu l'impression qu'on risquait de les dépasser et s'est sacrifiée pour des raisons qui lui appartiennent et aussi pour des raisons qui relèvent de son analyse de la situation. Ouais. J'ai été vraiment très marquée par ce que tu m'as dit ce jour-là. Oui, oui, c'était très difficile. Et alors en plus, enfin, ça pourrait faire l'objet d'un mémoire, hein, cette malade à elle toute seule. Mais elle représente, je vais en parler dans un instant, elle représente un peu aussi la mort de la mort. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette patiente, donc personne n'a pu venir la voir. Hein, j'ai eu au téléphone moi-même sa famille, qui elle-même ne pouvait pas se déplacer, mais de toute façon, ils auraient voulu se déplacer, qui étaient des gens assez âgés. Ils n'avaient pas le droit. Elle a été mise dans une fois la mort constatée, dans une enveloppe en plastique. Pas aucun rite funéraire, et je ne sais pas comment elle a été enterrée, mais on sait que les enterrements à ce moment-là n'étaient pas possibles. De façon normale, pas de famille. Et donc, elle représente à elle-même, c'est vrai, une rencontre. Et moi, j'ai pris conscience de choses que je savais, mais je les ai eues en face. Et il faut reconnaître que, voilà, ce genre d'événement vous permet d'aborder aussi, après, quand les choses, après vous dites, bah, écoutez, c'est difficile que ce soit plus atroce que ça, mais ça vous permet aussi peut-être de garder la tête froide dans d'autres circonstances. Et c'est pour ça que je vais parler de psychose, parce qu'il y a des éléments intéressants à peut-être à se dire. Donc là, vous voyez, là c'est une de vos collègues de Paris 5 d'ailleurs, qui est le seul personnage présent sur le boulevard Saint-Germain. Il est 10h du matin, on est un vendredi matin, et d'habitude, il y a les embouteillages. Comment voulez-vous ne pas perdre la tête quand vous voyez ça? Ça, c'est en face de mon hôpital. Là, il doit être 9h ou 10h du matin quand j'arrive, 9h, mettons. D'habitude, c'est touche-touche partout, les tramways, les camions, les voitures. Voilà ce qui se passe. Donc là, on est dans on ne sait pas où on est. On est dans le pire roman, le plus horrible, le meilleur donc, de Murakami ou de je ne sais qui d'autre. On est dans un autre monde. Hein, on est dans un autre monde. Et puis, on a ce monde-là aussi. Ça, on arrive dans ce monde-là où brutalement, on perd la réalité. Il n'y a plus personne, on ne rencontre plus personne les uns les autres. Alors, si quand même on les rencontre, alors là, chers amis qui êtes en téléconférence, je vous devine. Ici, je ne me rends pas bien compte puisque j'ai en face de moi des êtres humains que je peux voir. Ça, c'est un comité de rédaction où tout le comité de rédaction est là et travaille et dit des choses intéressantes, mais ne se voit pas. Et c'est vrai que fabriquer un journal, c'est aussi une affaire humaine. Donc, ce télétravail est un élément que j'appelle de la psychose, on va parler dans un instant. C'est le monde qui entre chez nous, brutalement, une ingérence violente. On va sûrement y avoir un code du télétravail, hein, maintenant, ça c'est sûr.
Il y en a certains pour qui ça ne signifie rien. Hein. Que voulez-vous que l'appariteur de cette université, de cette faculté, lui, il est en télétravail, il n'est pas en télétravail, il ne travaille pas, simplement. Il n'a plus rien. Et alors, je ne parle pas des étudiants, nos chers étudiants, mais nos chers étudiants bien-aimés pour lesquels nous vivons, parce que je suis également enseignant, bien sûr, en même temps qu'être médecin. Où êtes-vous? Et là, il y a le contraste entre l'hôpital, qui est une ruche, et le monde en dehors de l'hôpital, qui a disparu, qui est devenu une espèce de rêve ou de cauchemar incroyable. Alors, je vous rappelle, il faut aller chercher dans Larousse, hein, la définition. Alors, à l'envers, hein, il y a un jeu comme ça. Qu'est-ce que c'est ce trouble mental caractérisé par une désorganisation de la personnalité, la perte du sens du réel, pardon pour la faute de frappe, et la transformation en délire de l'expérience vécue? Ça, c'est la définition de la psychose. D'accord ? Comment en est-on arrivé là? Parce que je pense qu'il y a des décisions qui auraient pu être prises autrement et que là, il y a une installation qui s'est faite à l'insu de notre plein gré, si j'ose dire. Peut-être que quelquefois, alors surtout le complotisme est hyper dangereux, donc je ne crois pas du tout en une volonté délibérée de ça, mais c'est vrai que délivrer les prédictions de l'Imperial College of London, qui délivrait le nombre de millions de morts qu'il allait y avoir dans chaque pays, ont certainement contribué. Moi, comme tout le monde, j'ai eu des parents. Il se trouve que mes parents ont vécu la guerre de 40 en Normandie, que mes parents étaient même à Caen le 6 juin 1944. Donc, je peux vous dire qu'en 1940, l'exode a fait 100 000 morts. Je vous rappelle que le réembarquement des troupes à Dunkerque a fait un nombre négligeable de morts, parce qu'il s'est fait dans l'ordre, alors que l'exode a fait 100 000 morts. En 1944, les épreuves du bac ont eu lieu dans toute la Normandie, y compris à Caen. Simplement, à Caen, ils ont dû les repasser parce qu'elles ont brûlé dans le bombardement du lycée de Caen. Ma mère était dans les caves du lycée ce jour-là. Donc, non, je vous dis ça pour plaisanter. Je ne plaisante en fait pas du tout, mais c'est pour vous dire qu'on a perdu cette connaissance. Il n'y a pas eu de 44, 19, je ne sais pas quoi, muséum, si tu veux. À l'époque, tout était moins bien, mais il y a des choses, certainement, on ne tire pas forcément des leçons, et je crois qu'on ne tire jamais des leçons de l'histoire. C'est ça, et c'est ce qui fait d'ailleurs la difficulté de l'entreprise dans laquelle nous sommes avec ce Covid-19. Quelques chiffres. La grippe espagnole, 50 millions. Ces chiffres sont approximatifs. Ne m'en veuillez pas si vous avez d'autres chiffres, ils ne seront pas très lointains. La grippe de Hong Kong, dont je me rappelle très bien, je crois que j'étais en classe de 6e à ce moment-là. On n'en a pas parlé, je suis allé à l'école tous les jours. Il y a quand même eu 1 million de morts dans le monde, 35 000 en France, en une saison. Covid-19 en un an, 2 millions. Bon, c'est énorme, bien sûr. Mais vous voyez, quand on rajoute le côté « j'ai peur », voilà ce qui se passe. Chaque année dans le monde, 60 millions de morts. La faim fait juste 9 millions de morts dans le monde. D'accord ? Dans le monde. Le cancer, 9 millions. 150 000 en France. Et on sait en plus comment diminuer ce chiffre à 70 000, mais on ne le fait pas. La BPCO, bronchite chronique, si vous voulez, 3 millions dans le monde, etc. Et le paludisme, 400 000. Le palu, alors je l'ai sur la diapo, mais dans le bas, on ne le voit pas, 500 000. Voilà. Ah non, pardon, c'est là. Donc, il s'est installé cette peur, cette froide déesse, comme disait Joseph de Maistre. Et en fait, ce qui fait peur, c'est aussi le fait qu'on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Ça, c'est important. L'incertitude fait peur. Et l'incertitude, c'est quelque chose de rationnel, on peut la définir. Et elle fait sécréter une émotion. Donc, elle est par elle-même anxiogène. Alors, je rappelle, dans ce séminaire doctoral, ce que vous savez, pour certains d'entre vous mieux que moi, c'est que le risque, ce n'est pas la même chose que l'incertitude. Et là, c'est quelque chose qu'il faut absolument assimiler, parce que sinon, on ne comprend rien au côté un peu étrange du principe de précaution et du seul pays parmi les 180 pays de la planète qui a mis le principe de précaution dans sa constitution. Le risque, c'est un futur dont la distribution d'états possibles est connue. Vous avez une urne, il y a 6 boules rouges et 4 boules blanches. J'ai 6 chances sur 10 de tirer. Voilà. L'incertitude, c'est un futur dont la distribution d'états est inconnue. Je ne sais pas combien il y a de couleurs, de boules, de choses. Je ne sais même pas s'il y a des boules, d'ailleurs. Voilà. Et donc ça, c'est impossible à connaître. Et l'information et
l'information, les compétences de l'observateur dépendent de la nature inédite du phénomène. Ça, c'est très important. Et c'est vrai qu'avec SARS-CoV-2, ça a été dit par les deux orateurs précédents, et notamment par le docteur Chen, c'est une nature inédite. Et donc après, évidemment, on critique la démocratie, etc. C'est très intéressant, hein, ça fait avancer le débat. Attention entre la critique et puis la décision ou l'attaque terrible, c'est inédit. Donc on peut toujours dire après coup, hein, on sait toujours après coup. Alors, je suis allé un peu regarder du côté de collègues, hein, Boris Cyrulnik, dont j'apprécie certains écrits, pas forcément tous. Alors pour lui, l'incertitude est créatrice, l'incertitude est mortifère. Donc c'est intéressant de voir aussi ce débat, parce que mais l'incertitude, ça c'est un écrit un peu ancien. Et puis récemment, là en 2020, dans l'Opinion, qui est un journal que je ne lis pas d'habitude, mais je suis allé chercher cette citation-là, l'incertitude, évidemment, crée un risque d'aspiration à l'incertitude. Vous voyez, je ne fais pas du tout allusion à quelque chose que vous n'avez pas connu, tout le monde a vu. Combien ? On va interroger le professeur Tartampion. Alors, il va y avoir combien de morts ? Alors, c'est dans combien de temps qu'on fait le vaccin ? C'est dans, etc. Hein, c'est-à-dire, quand même, au régime totalitaire. Il faut quand même voir ça. Je ne veux pas faire, là encore, de la philosophie politique à bas prix, mais c'est ça. Alors, autre élément dans ces aspects un peu étranges, c'est ce qui s'est passé avec la mort de la mort. La barbarie. C'est qu'il faut que vous sachiez qu'à l'hôpital, et les médecins et les soignants ont approché ce qu'on a. Il n'y a pas d'autre mot que la barbarie dans la définition du mot barbarie. Il y a eu, face aux gens qui sont morts de la Covid, une désessentialisation de la mort. Moi, je parle d'abandon, de déritualisation, de démythification, de déréalisation. Comment voulez-vous mourir seul, évidemment, la mort, et il n'y avait aucune justification. Alors là, je tiens à le dire, je le dis après coup, mais sur le moment, j'étais bouleversé, je ne pouvais pas faire autrement qu'appliquer les règles. Bon, je ne vous dirai pas que je n'ai pas fait passer tous les patients un peu par la porte de derrière pour qu'ils puissent assister à ce qu'il fallait, mais c'était quand même un peu délicat de le faire et ce n'était pas du tout autorisé. Sans parler de la mort par Zoom, puisque j'ai été, non pas le témoin, mais on m'a parlé, voilà, papa est mort, on n'a pas pu aller, machin, etc. Et on était avec le rabbin ou le prêtre, on a fait une cérémonie par Zoom. C'est totalement bouleversant. Moi, je n'ai pas vécu ça dans ma famille, mais évidemment, j'ai été bouleversé. Ça s'est passé chez des personnes proches de moi. Ce côté télécélébration de la mort. Et ce qui m'a encore plus étonné, c'est la contagion de la barbarie. Et j'allais dire presque ce déni, d'ailleurs, parce que finalement, on y est tous allés. Je sais que dans les réunions de crise, je me suis un petit peu exprimé, mais peut-être doucement, que personne ne s'est levé en disant « mais c'est scandaleux, il faut aller manifester pour ça, il faut faire quelque chose, il faut en parler dans les… » C'était peut-être plus intéressant que savoir s'il fallait faire une quarantaine de 7 jours ou de 10 ou de 14. C'est contagieux. Et pour moi, il y a eu une modification anthropologique à ce moment-là. Je ne sais pas si elle va être durable. C'est en tout cas un témoin d'une modification anthropologique. On est dans un monde de confort et de bons soins. Il n'y a plus besoin de solidarité. Ça s'oppose évidemment à l'individualisme. La solidarité s'oppose à l'individualisme. Voilà. J'avance évidemment. Alors, je cite Girard et Bonamy dans ce petit ouvrage que je vous ai cité. Je vais le lire avec vous parce qu'il fait allusion à quelque chose sur lequel il va probablement vous allez, sachant qu'il y a Juliette dans le comité d'organisation, ça m'étonnerait qu'à un moment donné, cette année ou l'année prochaine, ce ne soit pas repris. Mais voilà ce qu'ils disent. Dans notre nouvelle société égoïste et obsédée par son principe de précaution, l'inversion des valeurs est telle que le suspect est désormais celui qui accomplit les plus anciens rites humains. Le suspect, assister les mourants, veiller puis enterrer les morts. Le sort d'Antigone de Sophocle, condamné pour avoir enterré son frère, ne nous paraît plus si étranger. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, le roi, je crois que c'était un roi, avait interdit d'enterrer les morts pour des mauvaises raisons très intéressantes, mais je vous invite à revoir ce mythe. Et donc, on est ce désir de tout gouverner, y compris la mort, et même à un stade plus vaste que nous avons tous connu, c'est le confinement, qui est la mort de la vie sociale. On reste maître, cette espèce d'ambition prométhéenne. On éradique la mort et la souffrance de la condition humaine. Mais qu'est-ce qu'on fera dans une pandémie à 40% de létalité ? Je me demande.
parce qu'au-delà du confinement, il n'y a plus rien à proposer d'autre. Donc, quelle décision prendre dans ces situations ultra critiques? Et là, je voudrais que mon témoignage fasse prendre conscience du fait qu'il y a quand même pas mal de personnes du côté de la communauté des soignants ou des scientifiques. J'ai travaillé une douzaine d'années sur un vaccin, je connais un tout petit peu le sujet de l'immunologie du vaccin et des problèmes que ça pose, et il y en a des dizaines, des personnes comme moi. Vous avez vu qu'il n'y a que certaines personnes qui ont été interviewées ou acceptées d'aller dans les médias en prenant beaucoup de risques. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a eu une sorte de court-circuit entre décision, témoignage, expertise ou pseudo-expertise, avis donné. Une décision, c'est pris par un décideur. Dans notre pays, c'est pris par un gouvernement, mettons, et ça tient compte d'éléments politiques. Ce n'est pas le médecin, ce n'est pas l'expert en ceci ou cela qui va prendre des décisions. Ce qu'il va faire, c'est affoler, bien sûr, toute une population, la conduire à faire n'importe quoi, la conduire à faire de la psychose. Et pour ma part, je pense qu'il faudrait qu'on sache pourquoi il y a eu des paniques, pourquoi il y a eu de mauvaises décisions ou applications qui ont été prises pour éviter que ça se reproduise. Il est possible qu'il faille regarder du côté des personnes qui ont été appelées à prendre des positions. Le politique, lui, il doit gérer la communauté. S'il n'y a pas de masque, est-ce qu'il doit dire qu'il faut des masques et qu'on n'en a pas, au secours, on n'en a pas? La population descend dans la rue, hein, donnez-nous des masques, etc. Ou alors on dit que ça ne sert à rien. Moi, j'ai entendu de mes yeux, dans des réunions, oh, le masque à l'hôpital, vous savez, si les gens ne sont pas en réanimation, il n'y a pas besoin, etc. Mais de toute façon, il n'y en avait pas. Donc, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, si on nous avait dit, vous allez attraper la Covid si vous n'avez pas de masque? Je ne sais pas si les médecins seraient allés au combat en acceptant. Bon, après, on en a eu très vite, on n'en a pas vraiment manqué. Ça, pour les médecins, ça s'est passé quand même correctement. Hein. Il ne faut pas non plus dramatiser de trop, quand même, les choses. Oui. 5 minutes, d'accord. Bien sûr, oui, bien sûr. Voilà. Pareil pour les tests, pareil pour la vaccination. Donc, la prise de décision, c'est ni trop ni trop peu. Et ce qui est très important dans les degrés d'incertitude d'une situation, c'est de distinguer le savoir, le supposé, le je ne sais pas, et ça ne peut pas se savoir. Et ça, c'est quelque chose qui est du devoir du médecin, par exemple, qui est appelé à donner son avis devant 3000 personnes sur RTL à 7h du matin. Il faut absolument avoir ça. On manque d'humilité et être capable de différencier ce qui est similaire et ce qui est différent. Similaire à la grippe et différent. Et pendant ce temps-là, il y a la course au classement Nouran, on veut moins de morts. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les décisions politiques ont été prises dans le cadre du classement de Ouran. C'est moi qui l'appelle le classement de Ouran. Hein. C'est-à-dire que les politiques, ce qu'ils veulent toujours, c'est, j'allais dire, pas de vague. Ça, c'est autre chose. C'est on ne veut pas qu'on dise que le système de réanimation est débordé. Donc, il faut que vous compreniez bien tous, mais nous l'avons compris, je crois, c'est que c'est cela qui guide dans tous les pays où il y a un tout petit peu de raisonnement politique face à ça. Dans certains pays, il n'y en a pas du tout. Mais c'est ça. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais c'est un marqueur dur. C'est la mortalité. Après, au bout du compte, il est vraisemblable que beaucoup de mesures finiront par avoir à peu près les mêmes effets. Je donne un exemple, l'Allemagne. Hein, regardez l'Allemagne. Oh, pourquoi on n'est pas comme l'Allemagne maintenant? Bon, voilà. Voilà. Alors, je n'ai pas le temps de reparler de Cito longue fugace et tardere deas, qui est cette belle phrase issue de l'électuaire, n'est-ce pas, des adverbes de la peste, bien sûr. Bon, voilà, donc, comme beaucoup d'orateurs, je n'aurai pas le temps de vous parler de l'épouillage comme élément de liberté, mais ça, et comme élément de dialogue chez les primates, hein. Mais je dirais les salons de coiffure fermés, ça mérite quand même un sujet. Et je voulais terminer en parlant de ce sujet, puis c'est pas grave, on parlera une autre fois, hein, de tout ça. Mais je voudrais aborder le problème de la vérité avec quelques éléments, dont quand même cette citation de Trotsky qui disait que le faux est un moment du vrai, qui vaut quand même aussi son principe.
et revenir sur le fait que la science vit de certitude et d'incertitude et que parler en tant que scientifique, avec le langage scientifique, des incertitudes de la science devant un public qui n'est pas formé à cela, c'est comme si vous étiez un chirurgien qui voulait donner une explication en montrant une vidéo d'un ventre ouvert avec l'intestin qui est complètement défait. C'est totalement inéthique. On ne doit pas faire ça. Et je suis pour ci, je suis contre ça, etc. Seuls peuvent comprendre les scientifiques. Après, on se met à la hauteur des personnes à qui on parle. Mais bon, l'affaire Raoult est tout à fait extraordinaire à cet effet. Et M. Raoult est un personnage tout à fait estimable. Et c'est vrai qu'en revanche, bon, voilà, ce qui a été dit sur ce qu'il a fait, bon, ça aurait été bien qu'on n'ait que les conclusions dans un monde qui n'est pas le monde des médecins ou des scientifiques. Il y a vraiment une opposition entre la démarche scientifique et la démarche politique qui sont deux choses différentes. Le scientifique ne débat pas de la même façon, et ça, il faudrait le savoir. Le scientifique débat surtout. C'est ça. Et le scientifique critique, le scientifique débat, et le mot critique ici avait à prendre au sens scientifique, c'est-à-dire met des valeurs positives et négatives sur des choses, contrairement au politicien qui n'a pas à faire ce genre de choses. Il doit, lui, gérer et donc décider de manière positive pour le coup. Et je me suis estimé un peu sali pour ma part, et comme beaucoup de médecins, par le fait qu'on dit, oui, de toute façon, les experts ou les scientifiques, de toute façon, ils n'y connaissent rien. Et quand on parle des médecins, c'est de toute façon, ils sont pourris par les laboratoires pharmaceutiques, ce truc qui revient sans cesse. Et donc, les vaccins, c'est forcément Pfizer, c'est le truc qui a corrompu tout le monde, etc. Il faut quand même se rappeler d'une chose, c'est que, et ça, les études le montrent bien, il se trouve que les carrières scientifiques sont probablement parmi les carrières où l'ascension sociale se fait sur des critères qui sont relativement, je dis bien relativement, objectifs. Et il n'y a pas, donc ce qu'on appelle toutes ces histoires qui sont supposées être un peu sales, n'ont pas lieu d'être dans le milieu scientifique, vu par les critiques que j'ai entendues. Je ne dis pas que le monde scientifique est un monde de bisounours. Donc, je ne parlerai pas de la banalisation de la pandémie parce que je me dois de respecter l'auditoire, qui simplement est une réflexion, mais vous verrez sur le diaporama, quelques éléments sur les leçons qu'il y a à prendre de ça. Je vous le montre au passage. Ça, vous voyez, ça, ce sont des diapositives que vous lirez, parce qu'en fait, j'ai fait pratiquement un copier-coller de la stratégie des groupes qui travaillent sur ce qu'on doit faire maintenant, avec les fiches annexes, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont moins intéressantes pour le débat. Je vous montre juste quelques outils qu'on a à l'heure actuelle qui sont très précis. Vous voyez la tendance à l'ascension, c'est que maintenant, on a tous les jours, on les a ces outils, on ne les avait pas au début, tous les jours, on sait ce qui se passe. Hein. Ça, c'est à l'assistance publique hôpitaux de Paris, mais on l'a à l'échelon de tout ce que vous voulez, les régions, les départements, les communes, etc. On l'a en réanimation. Vous voyez qu'on a dépassé le 100% pour attendre le 300%. Au moment mais c'était un 300% avec des lits qui avaient été créés pour ça, donc ça allait encore. On a tous les flux d'hospitalisation conventionnels, donc ils sont actualisés il y a 3 jours. Hein. Vous avez les tendances, donc tous ces outils-là, on les a. C'est, je veux dire, la technologie. Tout à l'heure, il y avait une question sur qu'a apporté l'informatique. On les a. On sait ce que fait le SAMU, combien de SAMU se déplacent tous les jours. On sait même d'où ça vient. Là, j'ai pas eu le temps d'aller chercher tous les trucs depuis le début pour ça, parce qu'il y en a quand même beaucoup de ces documents. Ils existent, ces documents, tu vois, pour le musée. Donc, on sait d'où viennent, où le SAMU s'est déplacé pour aller chercher quelqu'un. Et s'il est parti avec la personne, ou s'il a appelé une ambulance non SAMU, ce qui coûte moins cher, etc., pour faire le déplacement. Donc, ces documents-là, ils existent. Les pourcentages de PCR, on les a par toute tranche d'âge, en sachant qu'il faut bien voir avec le temps, c'est très important. N'oubliez jamais dans l'interprétation d'un phénomène scientifique et humain le rôle du temps. Hein. C'est une énorme contresens que de ne pas en tenir compte. Et n'oublions jamais que parler du Covid, ça suppose de regarder ce qu'il y a en creux, c'est-à-dire que plus on met des billes pour ne faire que du Covid, plus ces patients-là, ils vont moins bien et on ne s'en occupe pas. Donc je conclus, voilà, c'est une crise qui résume bien sûr des problèmes anthropologiques, c'est le crash test des organisations, hein, ce qui s'est passé, des démocraties aussi au passage, hein,
Au Brésil, on espère qu'il va se passer des choses grâce à ça, mais on n'est pas sûr du tout. Modèle inégalé pour tester des solutions sur le court terme. Caisse de résonance de tous les défauts de tous les systèmes d'organisation. Mise en tension d'une prise de conscience des limites de la condition humaine. Ça, alors là, c'est redoutable pour les acteurs, en tout cas. Et ça impose une humilité totale qui doit être permanente chez les chercheurs, mais qui, là, est absolument nécessaire dans l'analyse pour soi et pour les décideurs de bonne foi, en espérant que ça existe, bien sûr. Je vous remercie de votre attention et j'attends d'autres questions encore. J'ai envie de remercier tous ceux que j'ai rencontrés aussi pendant cette épidémie, mes collègues, que je n'ai pas fini de les rencontrer, le personnel soignant, les infirmières et tout ça, les psychiatres, les psychologues, les administratifs qui ont accepté d'obéir aux médecins. Ça a peut-être été terrible pour certains d'entre eux, mais très rapidement, le naturel revient au galop, ça on en est sûr. Et puis bien sûr, les étudiants aussi. Je n'ai pas eu le temps de parler de la condition étudiante de notre université, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Ce n'était pas ma mission ici. Et voilà, et on viendra. Voilà. Merci beaucoup. Je sais qu'on a débordé. Comme vous voyez, les intervenants sont passionnés et passionnants. Naturellement, donc, le sujet de la santé qu'on a abordé, enfin de la biologie et de la santé, posait énormément de questions. Je sais qu'on a débordé, mais malgré tout, y a-t-il des questions? Donc, Juliette, tu as recueilli des questions déjà? En fait, les questions qu'on suit pour l'instant, elles sont très pratiques. Nos collègues me demandent beaucoup par téléphone et SMS. Nos collègues me demandent beaucoup s'ils peuvent avoir accès aux documents. Ils voudraient pouvoir noter les références, les utiliser. Oui. C'est valable pour les autres collègues, mais c'est… Alors, moi, oui, bien sûr. Le PDF fait non, mais ça, je le déposerai. Je sais pas quoi, 2 mégas. Le PDF. Donc, il est envoyable par les mails, le PDF. Le PDF de Marie-Christophe Boissier sera disponible sur le site du Covid-19. Je vous le poserai et je vous enverrai, je vous préviendrai dès qu'il sera posé. Ils ont l'adresse du site? Oui. D'accord, donc vous pouvez prendre les diapos, il n'y a pas de problème. Voilà. Y a-t-il des questions? Donc, moi j'ai une question, c'est Jacques. Tout à l'heure, j'ai posé une question par rapport à Trump, ce qui était on purpose. C'était pour voir la réaction un peu au niveau de la communauté scientifique. Et malheureusement, j'ai eu l'impression que ce que j'attendais a été exactement fait. C'est pour ça que je vais poser cette question. Est-ce que le monde scientifique est devenu très sensible à la critique à cause du Covid? Alors, moi, je ne peux pas répondre au nom du monde scientifique. Je ne suis pas mandaté par le monde scientifique. Donc, je vais répondre uniquement pour moi. Ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, ça ne me dérange pas du tout que l'on critique ce qui est dit par un scientifique. Si vous n'êtes pas content de ce que dit M. Raoult ou M. Delfraissy, enfin vous ou qui que ce soit, les personnes, il faut qu'elles le disent, bien sûr, et qu'elles les argumentent. Si je mets sous un angle plus général et plus sociétal, je dirais qu'il est simplement ennuyeux que les personnes débattent sur des sujets qui n'utilisent pas les mêmes et qui n'utilisent pas les mêmes outils dans le débat. Ça, c'est un point. Et deuxième, c'est un point. C'est-à-dire que lorsque M. Delfraissy, je prends un nom parce que je le connais très bien, Jean-François, lorsque M. Delfraissy dit que, je ne sais pas, la vaccination par tel produit, ça entraîne telle protection, bon, il faut le croire. Mais ça, c'est un point, c'est un fait. Si Twitter dit le contraire, je suis désolé, mais Twitter n'est pas au même niveau. En revanche, ce qui me gêne, c'est quand les mêmes personnes, je ne cite aucun nom, disent « il faut confiner, il faut prendre telle mesure, il faut faire ça », parce qu'eux-mêmes ne sont pas dans leur rôle. Voilà. Et ce qui me gêne, c'est quand il y a un politique, je ne sais pas, un président de la République ou je ne sais qui va rendre visite à un scientifique pour lui donner du crédit. Ça me pose problème, si vous voulez. Voilà, c'est pas du tout le fait que tout le monde est critiquable. Voilà, c'est très important.
Si vous me permettez de rebondir sur votre question, dans le monde scientifique, il est d'usage que la critique, aussi bien positive que négative, soit autorisée. Elle est autorisée par les pairs et elle est autorisée par les gens qui sont en accession scientifique, c'est-à-dire des doctorants comme vous, ou des maîtres de conférences par rapport à un professeur, ou des chercheurs par rapport à un directeur de recherche, etc. Ça, c'est dans le cadre de la recherche, dans le cadre d'un séminaire, dans le cadre d'une publication scientifique. Quand le scientifique sort de ce cadre-là, quand le scientifique porte sa parole ailleurs que dans ces cadres scientifiques, le scientifique devient quelqu'un qui a une parole totalement différente et qui est confronté à des réactions complètement différentes. Et c'est ça qui pose le trouble. Là, on a un vrai trouble, c'est-à-dire quand le scientifique sort du cadre classique où il est censé intervenir. Marie-Christophe, aujourd'hui, a parlé comme un scientifique. Il a eu des questions et des interruptions de la part de gens qui sont en accès à la scientificité, donc des doctorants, ou des collègues qui sont scientifiques. Ça ne pose pas de problème. Voilà, l'exemple typique de ce que vous dites, c'est, bon, tout le monde pense au médecin, au scientifique de Marseille qui a établi certaines données. Très bien. Si vous voulez, dans un séminaire scientifique, les critiques auraient été très, très intenses. Et voilà. Devant la population, comment voulez-vous que les gens connaissent les tests de, je sais pas, le petit p, le groupe témoin, etc., la sélection des patients? Personne ne sait. Donc, on ne juge que la prestation, en quelque sorte. C'est gênant. Une question, mais je ne voudrais pas qu'elle soit ni trop vaste ni impossible. Si c'est le cas, Marie-Christophe, qui botte en touche. Est-ce que la crise du Covid-19, ça fait sentir une différence entre une démarche scientifique et une démarche médicale? Ou est-ce que ça a accentué? Est-ce que ça a séparé? Est-ce que tu as été rendu sensible à cette question? Oui, alors c'est une question vraiment passionnante et je dirais que ça a renforcé le fait que les deux étaient liés. Voilà. Et immédiatement, je dirais que tu faisais référence au fait que c'est vrai qu'on était très très proche par différentes actions que nous menions à ce moment-là, au tout début de la crise et même pendant une bonne partie de cette crise, mais au tout début, je me rappelle que 15 jours avant le confinement, donc avant la vague, donc fin février en fait, on a monté un protocole scientifique qui s'est traduit par un certain nombre de choses biologiques, dont parlait le premier orateur tout à l'heure d'ailleurs, parce qu'on identifiait des cibles grâce aux Italiens, enfin, etc., etc. Et donc, et je trouve que les interventions peu scientifiques, voire pas scientifiques du tout, de certains des experts, ont entravé la portée de la démarche scientifique des médecins qui la menaient. Je parle par exemple d'essais cliniques. Voilà. Ça a fait deuxième élément de réponse pour toi, c'est que ça a fait avancer des questions aussi en sciences humaines. Je pense que je ne m'étais pas beaucoup posé, enfin, pas trop. Hein. Par exemple, la mort, moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu à m'occuper de la mortalité, parce que pour la bonne raison que les polyarthrites meurent plus tôt que les autres, 5 à 10 ans plus tôt, mais ils meurent chez eux, on ne les voit pas en fait. On les voit pas. Et là, c'est quelque chose, c'est malheureusement intéressant, et bon, ça passait comme ça, mais il y a d'autres questions aussi qui se sont posées. Côté étudiant, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a une question là. Oui. Il y en a deux. Oui, en fait, M. Coucou, professeur de Poitiers, très heureux de vous rencontrer ici parce que je travaille aussi 6 mois à l'UCN. Ah oui. Service de professeur Fitweed. Ah d'accord. Comme FFI. Du coup, vous avez dit, vous avez converti votre service, service hématologie à service Covid. Oui. Mais je ne sais pas comment vous fonctionnez, comment vous soignez les malades, comme ce que vous avez dit, les malades qui ont peu de chances de sortir de réa. Ils ont hospitalisé chez vous, du coup, vous donnez que les traitements ou supports très fondamental ou des malades sont déjà, comment dire,
je ne sais pas si c'est exact ou pas, est-ce que les malades sont déjà abandonnés ou pas. De plus, vous avez dit, vous avez évité la TBiste et il y a des malades qui ont besoin de traitement de rhumatologie. Comment vous avez soigné ces malades à domicile? Parce que j'imagine qu'ils ont besoin d'immunosuppresseurs, c'est pas possible à domicile. Comment vous avez organisé son traitement? Oui, c'était une question. Alors, c'est une question pratique évidemment, mais qui a son intérêt. Quand je parle de patients qui sortaient de réanimation, c'est des patients qui n'avaient plus besoin, qui étaient en réanimation. Ils avaient été. Alors, au début, ils restaient très longtemps en plus, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Hein. C'est pour ça que les réanimations avaient du mal à tourner, parce qu'on n'arrivait pas. On arrivait enfin à retirer le tube, je le dis ça pour les littéraires. Hein. On les extubait, c'est-à-dire qu'on retirait enfin le tube qu'ils avaient. Ils pouvaient respirer spontanément, mais ils n'étaient pas bien, par exemple. Hein. Et donc, ce malade-là, est-ce qu'on le laisse en réa? Non. Et c'est le type de malade qu'on remettait dans mon service, c'est-à-dire qu'il était tiré d'affaire, mais il avait besoin encore de rester à l'hôpital. Par exemple, c'est un exemple que je donne. Il y a aussi l'exemple de personnes qui étaient très, très âgées, qui, elles, pouvaient arriver des urgences, mais dont on savait que de toute façon, si ça tournait mal, on ne les emmènerait pas en réanimation. Donc, ces gens-là, ils guérissaient, hein, comme les autres aussi, mais quelquefois, ils ne guérissaient pas. Et donc, ils s'aggravaient et ils mouraient dans le service. C'est ceux-là, en fait, qui mouraient dans le service. Des patients très âgés avec de multiples comorbidités. Voilà, donc ça, c'est un premier point. Votre deuxième question, c'était sur la deuxième question. Ah oui, alors les traitements rhumato. Donc, on n'avait plus d'hospitalisation de malades. Aujourd'hui, on a un protocole, on sait davantage. Hein. Grâce au temps, on sait gérer dans un même service les patients Covid+ et les patients Covid-. C'est ce qu'on fait à l'heure actuelle. J'ai dans mon service aujourd'hui 4 lits Covid+ et 12 lits Covid-, d'accord, de patients qui n'ont pas la Covid. Okay. On sait, parce que tout le monde est très très bien formé aux gestes barrières, les masques, les gels, les blouses, les trucs. Bon. Tout ça, c'est bon. À l'époque, c'est-à-dire il y a peu de temps, mais on ne le savait pas. Même l'hôpital de jour ne fonctionnait pas parce qu'il fonctionnait officiellement, mais aucun malade ne voulait venir à l'hôpital de jour parce qu'il avait peur d'attraper la Covid. Okay. Et dans ces conditions, nous faisions un tout petit peu de consultation en vrai, et l'essentiel se passait, et la prescription d'immunosuppresseurs se passait. Comment vous allez? Ah, vous avez mal là? Alors, est-ce que c'est gonflé, madame? Enfin, c'est de la médecine un peu rustique, quand même. Hein. Est-ce que c'est assez gonflé? Bon, et alors c'est des malades chroniques. Est-ce que c'est gonflé comme d'habitude, comme l'année dernière, quand machin? C'est des questions un peu comme ça. On essayait. Pour les quelques cas où ce n'était pas possible de savoir, on essayait de convaincre le malade de venir pour qu'on le voie. Mais au tout début, nous-mêmes, on avait peur qu'ils nous transmettent la maladie. Hein. Tout le monde avait peur au début. Parce qu'on ne savait pas. On ne savait pas. On sait aujourd'hui, je répète, si on applique là, je ne vais pas faire de la propagande du ministère de la Santé, hein, mais si on applique les mesures barrières, les risques sont extrêmement faibles. Et donc, voilà, j'ai fait ma consultation hier, j'ai vu des malades, je ne sais pas s'ils étaient Covid+ ou moins, mais lavage des mains toutes les 5 minutes, etc. Hein. Voilà. Bon, allez-y. Et moi, je veux juste revenir sur le manque de confiance des populations sur le vaccin aujourd'hui. Parce que depuis qu'on a proclamé qu'il y a un vaccin, nous suivons les réseaux sociaux. Souvent, on voit qu'il y a une nette discordance entre les paroles des scientifiques et les discours des scientifiques. Il y a même certains experts qui font des vidéos et branchent dans les réseaux sociaux en critiquant le vaccin, disant qu'il y a des nanoparticules dedans, il y a des génomes, des virus HIV dedans, etc., qui font de mauvaises sensibilisations envers les populations. C'est vrai, en science, on peut critiquer, on peut être contre de certaines découvertes, mais quand même, est-ce qu'on ne peut pas avoir un système d'harmonisation qui peut mettre ensemble les scientifiques pour mieux homologuer les discours, pour mieux aussi voilà, donc, gérer les idées des scientifiques entre eux, pour ne pas aboutir donc, à des situations où ça devient une situation donc, de sensibilisation négative envers les populations. Oui, alors bon, là c'est une question absolument majeure. Vous posez finalement la question sous la forme de la rumeur. Oui. Alors d'abord, ceux qui sont intéressés par ce sujet, je les invite à lire ou à relire un ouvrage qui a été publié dans les années, je dirais, 75,
de Jean-Michel Capferrer, qui s'appelle La rumeur d'Orléans. Donc, il faut lire cet ouvrage, il faut le lire. Il faut le lire parce qu'à une époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, où il fallait attendre 3 semaines pour avoir le téléphone, d'accord, on a exactement la même chose que maintenant. Donc ça, c'est un premier point. Et lutter contre la rumeur, c'est une activité inlassable que nous devons avoir pour nous qui prétendons avoir le savoir et qui l'avons dans certains domaines, quand même, hein, il ne faut pas s'excuser d'avoir le savoir, tout en acceptant les questions posées et en acceptant le fait que le savoir n'est jamais transmissible totalement. Premier point. Deuxième point, le sujet des réseaux sociaux. C'est une question d'éducation, vraiment, je crois. On va y revenir. On va y revenir. On va y revenir dans le séminaire. On va avoir des séances sciences humaines dédiées à ça. Donc, vu qu'on est déjà en train d'exploser le temps, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions à poser à Marie-Christophe Boissier, vous pouvez nous les envoyer à Juliette et à moi, on fera suivre. Je répondrai à toutes les questions. Voilà, Marie-Christophe fera gonfler son PDF de telle manière à ce que toutes les réponses soient sur le PDF. Ouais. Donc, merci encore à tout le monde. La prochaine séance a lieu dans 3 semaines, je crois. Et sera donc une séance de sciences humaines cette fois-ci. Merci encore à tout le monde. Bonne fin de journée. J'espère que ça vous a plu et à bientôt.